l'US Orléans, Régis Raphaël, FC Rouen, Marc Épinal, Dimiroy, Stéphane Vincent, Kevin Lefebvre, Cyril Noyer, Romain Beignet, Vivien Redel, Sandy Payot. Vous avez compris, ils ont tous répondu à l'appel du débrief du National, tous les mardis, entre 20h et 21h, sur RTS Radio, RTS Radio. RTS Radio, RTS Radio, RTS Radio, RTS Radio. RTS Radio. Alors vous aussi, supporters du championnat national, notez bien le rendez-vous, tous les mardis, 20h, 21h, rtsradio.fr, le débrief du National. Allez, il manque plus que vous. Et bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On se retrouve comme tous les mardis, 20h, 21h, le débrief du National, rtsradio.fr, le rendez-vous de tous les supporters du championnat national. Et puis aujourd'hui, comme le championnat national est maintenant terminé depuis un petit peu plus d'une semaine, on va pas faire une émission bilan sur la saison écoulée, mais on va essayer plutôt peut-être de parler de la saison à venir, cette édition 2012-2013, étant donné que maintenant on connaît les 20 clubs qui composent ce championnat. Et pour parler de tout ça, on accueille nos deux consultants de luxe, nos deux consultants habituels. Je veux bien sûr parler de Clément et Thomas. Bonsoir messieurs. Bonsoir à tous. Alors, je disais oui, on connaît maintenant tous les clubs promus, puisque c'était notamment le championnat de CFA qui s'est terminé seulement ce week-end. Et on savait déjà que le USES Pont-du-Gard était déjà mathématiquement promu en national. Et d'ailleurs, par rapport au club d'USES Pont-du-Gard, on recevra tout à l'heure dans l'émission son président, Serge Raymond, donc qui nous parlera un petit peu plus de ce club et des ambitions qu'ils peuvent nourrir dans ce championnat national. Et puis je disais oui, donc le championnat de CFA qui s'est terminé ce week-end, et donc on retrouve finalement pas de surprise. Les clubs qui étaient devant ont gagné. Seul Carquefou s'est contenté d'un match nul, mais qui lui suffisait pour accéder au national. Et donc je disais donc c'est Carquefou, club du Loire-Atlantique, qui accède donc au national, club bien connu pour ses épopées évidemment en Coupe de France. Un autre club qui a été connu aussi pour ses épopées en Coupe de France, c'est Bourg-Péronat qui accédera donc également au national. Et puis ça a été la saison des clubs corses. Ils ont parfaitement réussi à tous les niveaux. Et donc on aura également un nouveau club corse en national, un deuxième club de Bastia, le CA Bastia, qui accède également au championnat national. Des clubs corses quand même, avec Ajaccio qui se maintient en Ligue 1, le Sporting Club de Bastia qui monte en Ligue 1, le Gazélec qui monte en Ligue 2, et donc le CA Bastia qui monte en national. C'est quand même pas mal, un beau carton plein pour football corse, non? Bah forcément, quand on monte comme ça à chaque fois d'une division, ça ne fait que peupler les hauts championnats de ces clubs corses, donc tant mieux. Et puis on sait jamais, si ça continue encore l'année prochaine, pourrait se retrouver avec pas mal de clubs corses encore plus hauts. Je sais que c'est pas forcément pour faire plaisir à Thomas, donc. Mais c'est vraiment quand même une réussite qui est bizarre, parce que même Paris n'arrive pas à avoir deux clubs parisiens professionnels, alors que maintenant les clubs corses ont tout raflé cette saison. Et c'est vrai que c'est vrai que t'as à Bastia, t'as deux clubs qui sont dans les 3 premières divisions. Ajaccio, c'est pareil, dans les 2 premières divisions aussi. Donc c'est impressionnant quand tu vois que Paris n'est pas capable de faire ça. C'est quand même un coup de chapeau aux Corses, parce qu'ils ont quand même gagné ces accessions sur le terrain. Et puis c'est vrai que pour une petite île comme ça, c'est quand même vraiment admirable, je trouve. Ouais, après par rapport à Paris, je pense qu'il faut pas tout mélanger. En niveau terme de population, évidemment, à Paris c'est beaucoup plus large, c'est beaucoup plus dense. Mais maintenant, au niveau de la Corse, t'as quand même une vraie mentalité, tu vois, de région, chose que tu peux pas avoir à Paris. Et du coup, construire vraiment une âme dans les différents clubs. Quand là, il y avait un reportage dans l'intérieur sport sur Canal sur le Sporting Club de Bastia. Quand on a reçu Louis Poggi pour le Gazélec d'Ajaccio, il le disait, quoi. Il y a vraiment une mentalité corse. Après, ils sont ouverts à d'autres joueurs, parce qu'ils ont pas assez de joueurs évidemment pour notamment maintenant pour arriver à composer 4 équipes
dans les 3 plus hauts niveaux des championnats français. Mais il y a vraiment, je pense, une âme, un état d'esprit guerrier. Ils ont pas forcément les plus gros budgets, ils ont même plutôt les plus petits budgets, et ils arrivent encore à faire des choses. Après, au niveau de la région parisienne, c'est quand même plus difficile parce que déjà t'es en concurrence avec beaucoup plus d'autres sports, beaucoup plus d'équipes, et puis après il y a quand même la région parisienne, ça brasse beaucoup plus de population, et du coup t'as beaucoup moins d'identité par rapport au club. Je parle au niveau des dirigeants. Après, au niveau des joueurs, c'est normal que ça bouge, mais au niveau des dirigeants, tu vois, ça brasse quand même plus. C'est plus dur de fidéliser certains joueurs, alors qu'au niveau de Bastia, au niveau de Bastia ou d'Ajaccio, avec cette île, du coup t'es plus en vase clos, et du coup ça fait quelque chose quand même pour moi de foncièrement différent, quoi. Puis la pression est pas la même. À Paris, t'as quand même des exigences qui sont importantes. On l'a vu dans les déclarations des entraîneurs des clubs franciliens tout au long de la saison. C'est-à-dire que derrière, on attendait des performances, du résultat, de la montée. On voit même que dans les noms des joueurs qui sont dans ces clubs-là, ou même les entraîneurs, c'est quand même des joueurs qui ont fait parler d'eux. Et donc il y a vraiment une réelle envie de monter. Et du coup, peut-être qu'il y a cette pression en moins en Corse. Après, moi je crois beaucoup à l'identité corse, comme disait Emeric. Je sais pas si on peut l'assimiler directement à ce qui se passe au Pays Basque et la saison qu'a fait l'Atlético Bilbao, l'Athletic Bilbao, pardon. Mais en tout cas, ça peut, à mon avis, il y a quelque chose à aller chercher de ce côté-là. Ouais, non, mais c'est exactement ça, c'est exactement ça. Et une chose que tu as beaucoup plus de mal à retrouver en région parisienne, puisque tu parlais donc des 2 clubs, enfin il y en a 3, mais des 3 clubs donc franciliens qu'on retrouve en championnat national. Je vais parler un petit peu du Paris FC. Donc l'actualité un petit peu du Paris FC, samedi, donc c'est le projet de Jean-Marc Guillou qui a été retenu par rapport donc à l'avenir. Donc Jean-Marc Guillou, qui avait donc son académie notamment en Côte d'Ivoire bien connue, qui a sorti des joueurs comme les 2 frères Touré, Gervinho et plein d'autres encore. Et donc ça peut faire évidemment beaucoup de très bons joueurs qui pourraient arriver au Paris FC l'année prochaine. Jean-Marc Guillou a quand même négocié, c'était justement ce qui faisait traîner un petit peu des pieds et qui divisait le comité directeur du Paris FC. Il avait quand même négocié le fait d'avoir, en cas de transfert d'un joueur amené par l'académie et qui partirait du Paris FC ensuite vers un autre club, il y aurait quand même 20% pour le Paris FC sur le transfert et 80% pour Jean-Marc Guillou. On imagine quand même le pourcentage qu'il récupère, c'est tout simplement énorme. Après, c'est sûr que si le Paris FC peut arriver à recruter des joueurs comme ceux que j'ai cités tout à l'heure, à savoir les Gervinho, les Romaric, etc., tous ces joueurs qui ont fait partie de l'académie de Jean-Marc Guillou, ça serait juste énorme. Maintenant, au niveau du Paris FC, ça a quand même pas mal divisé le club, ça a divisé le comité directeur. Guy Cotteret était pas forcément pour ce club, pour ce projet, pardon, au contraire de Pierre Ferracci, et du coup ça a pas mal divisé les 2 hommes. Il faudra suivre quand même au niveau dans les prochaines semaines comment ça va évoluer pour ce club. On sait qu'Alain Mboma avait pas mal critiqué Ferracci, et que du coup il avait penché un peu plus du côté de Guy Cotteret. Donc est-ce que Alain Mboma sera conservé avec l'adoption du projet Jean-Marc Guillou? Je sais pas, mais ça va pas forcément on va dire assainir un petit peu l'avenir de ce club, et ça sera pas forcément plus simple pour mettre cette saison en place si on est à nouveau confronté à également beaucoup de transferts, parce qu'on sait que c'est un petit peu le problème dans le championnat national, avec des équipes qui arrivent pas à garder assez leurs joueurs. C'est bien résumé. Au contraire, après par contre de Créteil, où on l'avait dit, Jean-Luc Vasseur lui a été conforté dans ses positions et à son poste, et ça a été également le cas pour Vincent Ducanti au Red Star d'ailleurs, où Steve Marley pourrait être l'adjoint l'année prochaine de Vincent Ducanti. Ça peut être par contre là plus dans la continuité, et on pourra avoir des choses vraiment intéressantes. Si y a un recrutement intelligent, on arrive à rajouter encore quelques joueurs, ça pourrait nous faire des trucs vraiment sympas pour les autres clubs de la région parisienne. Après, j'enterre pas non plus le Paris FC, mais je suis plus dans une position où j'attends de voir, et je pense que vous allez pas me démentir sur ce côté-là.
on a vanté les clubs qui réussissent en national. Généralement, c'est les clubs qui étaient dans la continuité, et ça a été le cas cette année. Le Gazélec d'Ajaccio montée de CFA en national, ils sont restés dans la continuité. Épinal, ils sont restés dans la continuité. La montée n'est pas passée loin. Après Nîmes, ils étaient pros, donc c'est quand même autre chose. Niort, il y avait eu peu de transferts. Voilà quoi, il y a quand même une certaine continuité qu'il faut avoir pour pouvoir réussir dans ce championnat national. Et je serais bien. Je pense qu'il faudra faire attention l'année prochaine à un club comme Créteil. Le Red Star, ça reste avec des moyens un petit peu plus limités, mais pourquoi pas également faire attention à un club comme ça. Mais c'est clair que la continuité, c'est quelque chose d'hyper important dans ce championnat national. Et un club C'est comme vrai. Luznac, non, il nous l'avait dit, Romain Beignet, qu'ils allaient mettre les moyens l'année prochaine. Ah oui. Ouais, après c'est des clubs comme Luznac, comme le Poiret-sur-Vie, où du coup il va falloir qu'ils soient plus ambitieux la saison prochaine. C'est des clubs qui veulent continuer à se développer. Je pense qu'ils ont encore quand même beaucoup de travail à faire, mais c'est vrai, s'ils mettent déjà des moyens supplémentaires, je pense qu'ils joueront plutôt la première partie de tableau plutôt que déjà jouer la montée, ces clubs-là, mais ce serait déjà juste énorme. Et puis en plus il y a le problème des 6 descentes, quoi. Avec Fabien Barthez en président d'honneur à Luznac. Si vous Ouais. vous avez vu ça. Ouais, j'avais vu l'info évidemment, mais il faudra suivre, quoi. Est-ce que ça peut attirer des joueurs? Est-ce qu'il pourra aider dans Voilà. le sportif? Je connais pas encore son rôle exact, et président d'honneur, on y met un petit peu tout et n'importe quoi derrière ce titre. Hein. Ouais, avec C'est vrai. Evian Tonon Gaillard, ça avait marché quand Zidane avait été président d'honneur, hein. Ouais, après Evian Tonon Gaillard, il y avait pas que Zidane Voilà, c'est surtout ça. président d'honneur, il y avait aussi Danone derrière pour allonger le reste, quoi. Hein. Bah, c'est grâce à Danone qu'il y avait Zidane aussi, hein. Ouais, c'est vrai. Bon, après là Barthez, du coup, c'est plus par rapport à une proximité géographique, et l'Ariège, etc. Sur son cœur est plus pour ce département-là. C'est pas une réalité économique derrière. Après, Non, c'est c'est sûr ça. que quand tu as quelqu'un comme Barthez pour promouvoir l'image de ton club, ça peut apporter aussi des sponsors, et ça sera également à suivre. Maintenant, je pense qu'on en est quand même pas encore là, mais pourquoi pas, ça peut évoluer dans ce sens, ouais. On a parlé donc de la réussite des clubs corses et donc du CA Bastia qui monte. Un autre club qui a gagné sa montée ce week-end, c'est le club de Bourg-Perona. Bourg-Perona qui était dans une poule assez difficile, donc ils finissent deuxième, mais derrière la réserve de l'OL qui ne peut pas monter. Et ils sont restés au coude à coude avec la Duchère jusqu'à la dernière minute. Et cette équipe de Bourg-Perona, on se rappelle aussi, ils avaient fait quand même un parcours intéressant cette année en Coupe de France. Ça, c'est pas mal quand on a quand même aussi des clubs comme ça qui arrivent à réussir et en Coupe de France et en championnat. Mais la Duchère avait pas démérité, il me semble. Je sais plus si c'est cette année ou l'année dernière. À mon avis, c'est plutôt l'année dernière. Lyon-la Duchère quoique non, c'est cette année qu'ils avaient affronté l'Olympique Lyonnais. Bon, bref. Ma mémoire me fait un peu défaut, mais c'est vrai que Ouais, c'est cette année, ouais, c'est cette année. c'était cette année. Donc, ouais, jusqu'à 4 journées de la fin, la Duchère tenait la deuxième place derrière l'OL. Et finalement, Bourg-Perona qui remonte à la deuxième place à la 30e journée et qui tient bon à la fin. Un point seulement d'écart au classement final, c'était très très chaud et la confrontation entre ces deux équipes-là a été intéressante à suivre toute l'année. Bien derrière derrière la domination de l'OL, même si Bourg-Perona a été en tête de cette poule de CFA durant 3 ou 4 journées de mémoire. Ouais, non. Bon, ça a été une belle lutte. Après, quand Bourg-Perona a repris la tête, c'est vrai qu'il y a eu une confrontation directe où les deux clubs ont fait match nul à Lyon-la-Duchère, et c'est peut-être ça un petit peu le tournant du match. Après, lors de cette dernière journée, il fallait pas non plus attendre énormément de choses. Ils jouaient à domicile, Bourg-Perona, et ils se sont imposés sans trop trembler. Le score était déjà acquis à la pause, ils menaient déjà 2-0, donc pas trop de problèmes. Et donc le dernier club, un autre club aussi qui avait fait parler de lui en Coupe de France, c'est Carquefou. On se rappelle forcément de cette épopée où ils étaient allés jusqu'en demi-finale, il me semble. Ils avaient sorti notamment l'Olympique de Marseille.
on a quand même pas mal d'anciennes gloires de la Coupe de France dans le championnat national. Entre Quevilly, Carquefou, Bourg-Péronat, on va quand même avoir des clubs qui ont fait parler d'eux également en Coupe de France, et c'est quand même pas mal, quoi, de voir des clubs qui sont pas seulement capables de faire un coup, mais c'est des clubs qui progressent réellement, et il y a quand même vraiment quelque chose derrière, quoi. Bah, Ouais, l'année prochaine, ça va être dur de résister à la tentation de mettre l'hymne de Carquefou quand même. Hein. Ah ouais, je pense aussi que... Ça résonne déjà dans la tête. Je pense que Thomas c'est pareil. Mais en plus de par leur épopée en Coupe de France, ces clubs-là faisaient quand même office de gros en CFA et maintenant ils passent un palier supérieur. Il faudra voir, ça sera intéressant de voir comment ils vont se comporter en national. Mais c'est vrai je pense pas qu'ils feront la figuration, enfin qui se retrouveront dans les profondeurs comme l'a été Besançon et Bayonne, parce que c'est vrai que même en CFA ils font office tous ces clubs de gros clubs, hein, comme on l'a vu avec aussi Lyon-La Duchère, qui aurait pu très bien monter, qui aurait fait, je pense, un très bon club de national. Et c'est vrai que ça va être assez disputé, surtout l'année prochaine avec la saison prochaine avec les 6 descentes. Et ça va être intéressant de voir comment tous ces clubs-là vont se comporter à un niveau semi-professionnel. Ouais, tu peux bien le rappeler, ouais, les 6 descentes, donc on l'a dit, réforme du football en CFA et CFA2 et national, et du coup on aura la saison prochaine 4 montées de CFA en national, mais 6 descentes pour que le championnat passe à 18 clubs. Et donc l'année prochaine ce sera une saison quand même où il va pas falloir se manquer, il va falloir à mon avis démarrer la saison tambour battant, parce qu'après quand tu te retrouveras dernier au bout de, on va dire, 2 mois de compétition, t'en auras 5 clubs à remonter pour arriver à sortir de la zone rouge, quoi. Donc ça sera un sacré challenge. Pour revenir sur Quevilly, on en reparlera sans doute en fin d'émission quand on abordera un petit peu les transferts. Quevilly, la saison prochaine, quand même, il y aura à gérer l'après-Brouard, puisque donc Régis Brouard, on parle de lui à Dijon, j'ai pas trop suivi, mais en tout cas, c'est sûr, il sera plus l'entraîneur de Quevilly. On sait qu'ils ont déjà perdu des joueurs comme Anthony Lope, mais surtout comme Joris Collinet. Je pense qu'il faudra gérer l'après-Brouard, et surtout une nouvelle ère, quoi, pour Quevilly. On annonce que Rouen voudrait être le gros club de la région, donc pour Quevilly, je pense que la saison prochaine ça sera une saison compliquée. Ça sent pas bon. En plus, l'année juste après avoir réussi comme ça un beau parcours en Coupe de France, voir déjà des joueurs phares partir, je pense que ce sera pas les seuls. L'entraîneur emblématique, ça va être très très dur de se relever. Ouais, ça sera suivi. Bon, après, on va pas non plus les enterrer avant que le championnat ait commencé. Donc voilà, on a parlé de Carquefou, on a parlé de Bourg-Péronat, on a parlé du CA Bastia. Et bien, on va tout de suite parler de l'ES Uzès Pont-du-Gard, donc un club qui lui avait déjà acquis sa montée en nationale depuis plusieurs journées. Et pour parler de ce club, on va accueillir tout de suite son entraîneur, Samuel Cruz, qui nous fait donc l'amitié d'être là dans le débrief du national. Et on va tout de suite passer donc à son interview. Et ben donc nous accueillons donc Samuel Cruz, l'entraîneur du club d'Uzès Pont-du-Gard. Et ben déjà bonjour Samuel Cruz, et puis merci d'avoir accepté notre invitation, et encore félicitations pour la saison que vous venez d'effectuer. Bonsoir à tous, et oui, merci, ça n'a pas été sans peine et sans mal, mais on est arrivé au bout. Ouais, on va commencer par une question pour faire un petit peu dans le classique. Le club d'Uzès Pont-du-Gard, c'est pas un club très connu dans le paysage footballistique français. Donc est-ce que en quelques mots vous pouvez nous présenter un petit peu votre club? Que faut-il savoir? Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un club jeune, donc qui est né en 2005 avec donc la fusion de 2 clubs, le Gallia Club d'Uzès et l'Entente Sportive du Pont-du-Gard. Donc voilà, c'est un club qui a vite grandi sportivement, puisqu'il est passé de la division d'honneur régionale, donc le plus petit niveau régional, au national, donc en 7 ans. Et voilà, donc aujourd'hui c'est le 2e club du Gard, le 3e club du Languedoc-Roussillon. Il a eu une croissance sportive très rapide. Pour autant, on a conservé, puisque moi je suis au club depuis 6 ans. J'ai fini en tant que joueur puis en tant qu'entraîneur. On a conservé une même ossature, puisque aujourd'hui dans l'équipe qui monte en national, 7 joueurs ont vécu les 4 montées consécutives depuis 7 ans. Ah ouais, pas mal.
Donc cette saison, on disait, ouais, bien sûr, vous avez décroché le national après une saison pleinement réussie, puisque vous étiez le premier club de CFA à être mathématiquement national. La montée, justement, c'était l'objectif du club en début de saison, parce qu'on le rappelle, vous avez fait donc une ascension fantastique, et c'était seulement la deuxième saison du club en CFA. Oui, donc non, forcément, ce n'était pas l'objectif en début de saison. L'objectif était simple. Il était de terminer au milieu de tableau et à la meilleure position possible, puisque l'année dernière nous avions été sauvés, nous sommes sauvés à 2 journées de la fin à Béziers, et on avait fini 12e. On avait une première partie de championnat très compliquée pour notre première année en CFA, puisqu'à la trêve on était la saison dernière à 6 points du premier non relégable. Et en fait, voilà, à la trêve, on a décidé de pas prendre de vacances avec les joueurs, de s'entraîner tous les jours. Et en fait, l'aventure est partie de là, puisque sur la phase retour l'année dernière, on finit 3e derrière Ajaccio et Martigues, donc on se sauve pour une 12e place au final. Et depuis cette période-là, nous sommes même vaincus donc chez nous à Potex, à Uzès. Donc l'aventure cette année, c'est pour Tubi, mais l'aventure a démarré, oui, en janvier dernier, lorsqu'il y a eu une prise de conscience générale et qu'on a décidé de passer à 4 entraînements, de s'entraîner pendant les vacances. Et voilà, là, un groupe s'est formé et on a surfé sur cette dynamique cette année. Et voilà, avec l'issue qu'on connaît. Ouais, d'accord. Donc c'est vraiment comme ça. C'est avec quand même, finalement, il n'y a pas de mystère. S'il y a eu plus de travail, pouvoir. Non, voilà, il n'y a pas de mystère. Il y a eu beaucoup de travail. Il y a eu un mental d'acier, puisque ces garçons-là, c'est plus qu'une équipe de foot, c'est un groupe de copains. Voilà. On a construit un groupe de revanchards avec des garçons qui étaient prédits et prédestinés à la CFA2 en décembre, et qui se sont finalement sauvés, qui avaient envie cette année de montrer leur valeur. Et puis après, avec des garçons du Conti, 3 recrues de Bagnoles qui avaient vécu une saison galère à Bagnoles avec une descente en DH, 2 anciens du club qui sont revenus, Martinez et Robinet, le gardien, qui avait vécu une saison blanche à Martigues puisqu'il n'avait été pas utilisé ou très peu utilisé. Donc voilà, on a construit un groupe de garçons revanchards avec une force mentale exceptionnelle et allié au travail, voilà, on a réussi à décrocher la montée nationale alors que c'était pas du tout l'objectif, et que voilà, à côté des grosses cylindrées comme Cannes et Rodez, ou même hier, on a un budget vraiment très très faible. Voilà. Donc c'est vraiment le fruit du travail et qui nous a permis d'en arriver là. Et puis donc, comme vous dites, une mentalité régionale avec beaucoup de joueurs du coin, quoi. Oui, non, quasiment exclusivement des joueurs du coin, des Gardois ou des Languedociens. On n'a que 2 joueurs dans l'effectif qui ne sont pas Gardois ou Languedociens. Donc oui, non, ce sont des joueurs du coin. Quoi qu'il en soit, notre budget ne nous permet pas de faire venir des joueurs de plus loin, puisqu'on n'a que 3 joueurs sous contrat. Le reste de l'effectif, les 18 autres travaillent, ont une vie professionnelle. Donc forcément, on fait comme on peut, mais on essaie de le faire bien. Ouais, et donc justement en termes de contrat, donc c'est ce que vous disiez, donc 3 joueurs sous contrat fédéral, ça c'était le cas en CFA, et la saison prochaine ça sera encore sur ce modèle-là, où vous allez encore un petit peu plus développer, et s'il va y avoir un effort de fait. Forcément, quand on a un budget de 380 000 euros, c'est quasiment un budget de DH, comparé, comme je vous disais, à des 1,2 million, 1,4 million ou 1,6 million que peuvent avoir Rodez, Pau et Cannes. Voilà, on partait vraiment de loin. L'année prochaine, forcément, 380 000 euros, ce sera presque le budget nécessaire pour les déplacements. Donc forcément, il va falloir augmenter notre budget. Forcément, il va falloir augmenter le nombre de contrats fédéraux si on veut avoir une chance d'exister à ce niveau-là. Pour autant, il y aura encore 60-70% de l'équipe qui aura une vie professionnelle à côté. Donc voilà, ça va être d'autant plus compliqué. On touche au monde professionnel, on n'a pas les moyens qu'ont les autres clubs. On n'est pas là par hasard parce qu'on mérite d'être là. Pour autant, le sportif a grandi beaucoup plus vite que le matériel, les infrastructures, le budget, etc. Donc oui, forcément, à chaque fois, c'est un petit peu plus. À chaque fois qu'on passe un niveau, ça devient plus compliqué. Et là, touchant le monde professionnel, ça va être très compliqué. Thomas, tu avais une question sur... Excusez-moi. Vous avez un effectif un peu similaire au Gazlec d'Ajaccio qui
cette année, puisque vous avez que des joueurs ou quasiment que des joueurs qui sont issus de la région, et on a vu ce que ça fait avec le Gazélec d'Ajaccio. Donc ça peut être aussi quelque chose qui va jouer l'année prochaine, et c'est vous. Et vous pensez vous recruter beaucoup, ou bien garder cet effectif et garder une certaine identité régionale? Alors l'identité, moi en tant que Gardois, puisque je suis Gardois, l'identité elle est ancrée dans nos valeurs et dans notre esprit. Donc forcément on tient à ça plus que tout. Malgré tout, on va être obligé de faire des choix, mais ces choix justement vu notre petit budget sont la plupart du temps c'est par défaut. Donc on s'adapte. Renouveler une grande partie de l'effectif, je pense que ce serait avant tout une erreur, parce que aujourd'hui finir à plus de 100 points, c'est que ces garçons méritent leur place et ont le niveau. Donc le premier recrutement, c'est d'essayer de garder une grande partie de nos joueurs, ce qui est déjà fait puisqu'on a reçu tous les garçons et on va conserver 90% de l'effectif. Ensuite, on va essayer de faire comme les autres années, de recruter peu, mais d'être judicieux dans nos choix et d'essayer de pallier à ce déficit d'expérience en national avec des garçons qui auront un petit peu plus d'expérience et même s'ils sont moins nombreux, s'ils ne sont que 2 ou 3 à nous rejoindre, qui apporteront vraiment un plus. Ouais, parce que donc la saison prochaine en national, en plus, j'imagine que l'objectif évidemment, ça sera le maintien, et ça va être une saison vraiment compliquée parce que on le sait, avec la réforme des championnats nationaux CFA, CFA2, il y aura 6 descentes l'année prochaine dans ce championnat, et du coup, ça va être un objectif sacrément relevé à aller chercher. Forcément, ça va être compliqué, quoi qu'il en soit. Voilà, il faudra finir 14e pour espérer rester en national. Mais voilà, ça doit être. J'espère qu'on va le vivre comme un plaisir et en étant des compétiteurs comme on a pu l'être cette année. Après, voilà, chez nous à Potex, ça va faire 1 an et demi qu'on n'a pas perdu. Donc voilà, on a cet état d'esprit et cette valeur à domicile. On va essayer de rendre les matchs compliqués à nos adversaires chez nous parce que le contexte est particulier. Un petit terrain, une tribune très proche du grillage, une ambiance tellement gardoise. Voilà, donc voilà, on a cette émulation chez nous. Les garçons ont cet état d'esprit. Ensuite, ce sera du plaisir d'aller à Saint-Symphorien, d'aller à Boulogne, d'aller à Vannes. Ce sera qu'un plus pour nos garçons de découvrir un petit peu ces stades-là et le haut niveau. Donc quoi qu'il en soit, on donnera tout comme on l'a fait cette année pour essayer d'obtenir le meilleur résultat possible, tout en étant conscient que forcément à chaque marche que l'on gravit, ça devient plus compliqué. Mais bon, malgré notre petit stade, notre petit budget, on est quand même un club qui grandit vite et qui a l'intention de rester à ce niveau-là. Donc on essaiera de mettre tous les moyens qu'on a à notre possession pour essayer de se maintenir, forcément. Et donc ce club, on le sent dans vos propos, c'est un club vraiment qui vous tient à cœur. Vous y avez terminé votre carrière de joueur en 2008. Vous avez connu quasiment la naissance du club. Donc très vite, vous en devenez l'entraîneur. Est-ce que être coach, c'était quelque chose qui vous a toujours tenté et vous l'aviez déjà dans un coin de votre tête pendant votre carrière de joueur? Pas du tout. Paradoxalement pas du tout. Puisque après c'est peut-être des choses qu'on a en nous parce que moi je suis éducateur dans la vie, donc voilà, déjà je bosse dans le social, donc j'ai l'habitude de gérer des garçons. Ça me gêne absolument pas, la dimension psychologique. Après voilà, quand on a été footballeur, on connaît le terrain, on sait un petit peu comment ça fonctionne. Donc c'est un tout qui a fait que à un moment donné, par des circonstances, moi j'ai décidé d'arrêter ma carrière pas loin de chez moi. Puis ensuite le président m'a demandé de rester un petit peu dans le staff de façon bénévole pour servir de relais, puisque j'étais venu en tant qu'ancien et voilà, j'étais un petit peu le grand frère d'une génération de garçons qui étaient nés en 87, donc qui avaient à l'époque 18 ans, puisque c'est 50% de notre effectif qui est né en 87. Donc voilà, je suis resté en tant qu'adjoint pour faire un petit peu le relais. Et puis ensuite, voilà, le président m'a proposé le poste puisqu'il y avait eu un différend avec l'entraîneur en place.
J'ai refusé dans un premier temps parce que ce n'était pas un objectif. Et puis à la demande des joueurs, voilà, j'ai décidé d'accepter de relever le challenge. Et lorsque voilà, on accepte une tâche telle que celle-ci et un premier poste d'entraîneur en CFA, on se doit de donner le maximum. Donc voilà, il y a eu une première année d'apprentissage avec 2 saisons en une première partie très compliquée, une deuxième partie où on se sauve et je pense que l'année dernière, cette année-là nous a appris beaucoup, m'a permis de gagner en expérience énormément et voilà, cette année j'ai pu me servir de tout ça. Voilà, après je suis moi à la base aussi préparateur physique, donc c'est un plus aussi puisque je pense que ça a joué dans la montée. On était vraiment prêt physiquement et on a pu aller au bout de nos matchs. Donc voilà, c'est un tout, mais ça a toujours été avec plaisir et c'est un plaisir d'entraîner en tout cas ce groupe de garçons-là. Et vous nous avez dit que entre guillemets c'était un plébiscite cette arrivée en tant qu'entraîneur. J'imagine que c'est un avantage considérable quand on a un groupe de joueurs à tenir comme ça, d'avoir des bonnes relations directement avec eux. On sait d'avance qu'il n'y aura pas de discipline à faire, finalement il y a que du jeu à faire, ou finalement il y a eu quelque chose à gérer dans le vestiaire. Non, il faut pas se méprendre. Quand on a joué avec 50% des garçons qu'on entraîne, il y a quand même une discipline à mettre en place. Il y a une discipline à mettre en place parce qu'on se doit d'être exigeant. J'ai envie de vous dire que on se doit d'autant plus de chaque côté d'être exemplaire et irréprochable parce que forcément quand il y a eu une affinité en tant que partenaire de jeu, les barrières ne sont plus les mêmes. Et on se doit de demander, et puis c'est ma philosophie aussi. Je suis quelqu'un qui demande beaucoup, qui est très rigoureux avec les garçons. Donc voilà, il a fallu quand même avoir une discussion à bâton rompu et que chacun prenne conscience de la position de chacun, de l'autre, et de tout faire pour que le club avance et que ce soit bénéfique et profitable au club. Maintenant, c'est vrai que je peux me permettre de dire des choses à certains garçons que d'autres coachs ne peuvent pas dire ou de ramener de façon différente. Nous, on a un rapport très proche. Alors, ça peut être bénéfique, ça peut à certains moments compliquer les choses, mais lorsque on essaie d'être droit dans ses choix et dans ses analyses et qu'on demande le meilleur à chacun tout en nous donnant le meilleur de nous-mêmes. Voilà, ça nous a prouvé en tout cas que ça pouvait fonctionner. Donc finalement il y a une sorte de respect entre vous et les joueurs, par exemple on n'a pas retrouvé à 100% avec certains joueurs qui sont venus témoigner dans notre émission, c'est-à-dire qu'ils disaient que c'était un entraîneur qui leur était imposé. Là c'est vraiment des deux côtés, il y a une envie de travailler ensemble et d'avancer, et c'est ça qui est intéressant dans votre club et qui peut l'année prochaine vous servir. C'est un projet dans la continuité et honnêtement on l'a pas retrouvé dans certaines équipes et du coup ça vous permet de construire d'avance sur la suite. C'est, à mon avis, c'est tout à votre honneur. Oui, je veux dire, c'est moi comme je vous l'ai dit précédemment, j'ai été entraîneur parce que c'était ces garçons-là. Ce n'était pas un choix à la base. Donc si ça n'avait pas été ces garçons-là et si ça n'avait pas été une demande sur le moment, je pense que j'aurais pas entraîné ailleurs. Voilà, j'aurais pas entraîné ailleurs. Voilà, malgré tout, on est confronté aux difficultés comme tous les entraîneurs, des choix à faire, des niveaux de performance différents. Donc voilà, j'ai les mêmes problèmes que les autres. J'ai l'avantage de connaître par cœur 60-70% de mes garçons. Donc je sais ce que je peux leur demander. Je peux être très exigeant avec eux. Pour autant, je suis lucide sur leurs limites et sur leurs capacités. Donc voilà, ça me permet aussi d'obtenir le meilleur de chacun sans pour autant les amener à la blessure ou leur demander l'impossible. Et donc, quand même au niveau donc des stats, vous êtes quand même un coach jeune, seulement 34 ans, puis seulement 2 ans d'expérience sur le banc, et puis vous allez découvrir le national l'an prochain, un niveau que même en tant que joueur, on n'avait pas évolué aussi haut. Du coup, dans quel état d'esprit êtes-vous là en pleine préparation de cette saison hyper importante? Non, je suis. Alors
Là, en ce moment, je suis très actif parce que j'ai aussi moi une vie professionnelle, donc voilà, là, toute l'année a été compliquée à assumer avec une vie professionnelle et les entraînements tous les soirs et des déplacements tous les week-ends. Pour autant, moi, je suis lucide et je vais garder mon boulot, même si je vais passer à mi-temps, parce qu'entraîneur, je pense que c'est une situation précaire, surtout dans des petits clubs comme nous qui ont accédé rapidement et qui ont un petit budget, donc je suis assez lucide là-dessus. Après le fait que je sois jeune, je vis pas ça comme un déficit d'expérience ou un handicap, mais au contraire avec les points positifs, la fraîcheur et l'envie, l'enthousiasme que peut être le mien et celui de Johan Bouchard, mon adjoint aussi, qui a commencé sa carrière d'entraîneur adjoint avec moi l'année dernière. Donc voilà, ça nous permet d'être proche des joueurs aussi, de comprendre certaines choses parce que les générations ont changé. Aujourd'hui, je pense qu'il faut manager de façon différente et la dimension psychologique est très importante. Donc voilà, nous on vit ça comme un point positif. Après que ce soit national, oui, forcément, moi j'ai un petit peu connu le National 2 à l'époque où il y avait en 96 où il y avait une réforme différente des championnats. Voilà, j'ai eu Michel Esteban comme coach avec qui j'ai beaucoup appris et qui m'a permis d'évoluer à ce niveau-là. Mais non, je vis pas ça avec crainte ou méfiance. Non, c'est. Je me dis que si aujourd'hui on est là, c'est qu'on le mérite. Après, il se passera ce qui se passera, mais on donnera le maximum et on fera le maximum. Donc non, j'ai pas de crainte particulière, mais au contraire, ce sera un plaisir. Et donc là, le programme de la reprise, vous nous avez dit que vous étiez très actif en ce moment. Et pour le club, pour les joueurs, la reprise, qu'est-ce que ça va être Est-ce que la date est déjà prévue, j'imagine? Est-ce que vous connaissez déjà les matchs amicaux que vous allez faire? Alors oui, en partie, puisque la planification est en cours d'élaboration, mais on reprendra le 2 juillet. On reprendra le 2 juillet, même si je souhaitais reprendre un petit peu plus tôt, mais en finissant le 2 juin, en gardant les garçons toute la semaine pour pouvoir les recevoir, voir avec eux les contrats, etc. Voilà, on va finir de peaufiner tout ça et on les mettra en vacances le 12 juin. Donc je ne pouvais pas reprendre plus tôt parce que les garçons ont besoin de se reposer, ils ont vécu une saison éprouvante. Et à un moment donné, il y a besoin d'oublier un petit peu le foot et de se ressourcer. Donc je leur laisse jusqu'au 2 juillet, on reprendra le 2 juillet. Ensuite, trois rencontres amicales sont déjà planifiées. Voilà, pour vous dire l'état d'esprit dans lequel on est, c'est que j'ai planifié des rencontres amicales contre des clubs de niveau au-dessus, justement pour qu'à un moment donné, il n'y ait pas la crainte ou la surprise du niveau national. Donc on jouera contre Arles-Avignon le 7 juillet. Ensuite, on jouera contre Nîmes Olympique, Ligue 2 également le 11 juillet. Et contre Istres, une 3e Ligue 2 le 20 juillet. Donc ça, ce sont les 3 matchs qui sont aujourd'hui positionnés. Il y en aura 2 autres, mais qui sont encore en attente. Et les 2 autres contre des équipes de division plus faibles, parce que il y aurait quand même un aspect psychologique peut-être à gérer au niveau de la préparation. Si 3 équipes de Ligue 2, vous venant de CFA, vous n'avez pas peur de prendre 3 matchs avec vous seriez un petit peu mis en difficulté et donc d'être mis en difficulté et d'avoir 3 défaites. Non, une fois de plus, pour moi, il vaut mieux que ce soit dans ce sens-là que dans l'autre, parce que l'excès de confiance peut toujours nuire. A contrario, je pense que contre des Ligue 2, déjà les garçons joueront à leur maximum, parce que si on joue une CFA ou une CFA2, dans la préparation de match et dans la façon d'apprendre le match, on peut être un peu plus relâché. Là, je vais leur demander contre des Ligue 2 d'être forcément, et ils le seront naturellement, motivés et ils feront les efforts max. Après, ça rentre aussi dans un cadre plus complexe de préparation. On n'a pas les moyens de partir en stage. Nos joueurs travaillent, on va s'entraîner le soir à 18h30. Donc la quantité de séances sera limitée. Donc moi, ces matchs-là seront aussi des séances d'effort quasi max sur 45 ou 60 minutes pour les garçons. Donc il y a besoin d'avoir cette intensité de travail. Après, on a besoin de se mesurer aussi à des équipes plus fortes avec un plus gros effectif pour aussi pouvoir digérer les premiers matchs en national, parce que ça doit servir de point de repère. Et si il y a des choses à rectifier, il y en aura forcément. Et s'il y a échec,
on tirera ces enseignements-là. Et moi, je pense que face à l'échec, et on apprend plus vite. On apprend plus vite à pas commettre deux fois les mêmes erreurs. Donc, d'où l'intérêt de jouer F3 Ligue 2 pour être sûr qu'on soit au maximum de nos capacités et qu'on puisse vite voir nos points faibles pour les corriger. Et donc une dernière petite question, puisqu'on arrive déjà à plus de 20 minutes d'interview. On a vu certaines équipes de nationales se concentrer un peu sur la coupe. Est-ce que vous avez déjà planifié quelque chose, au moins dans la tête, pas forcément aux joueurs, mais par rapport à la gestion de la coupe l'année prochaine, ou le fait qu'il y ait une réforme du national avec beaucoup plus d'enjeux, beaucoup plus de place à grappiller au classement? Est-ce que finalement ça va un peu paralyser cet esprit de coupe, ou est-ce que finalement on va garder comme ça a pu être le cas peut-être précédemment, un esprit coupe à aller le plus loin possible, à enchaîner les tours avec des grosses performances? Vous savez, se poser déjà ces questions-là serait dangereux, même si c'est très juste. À un moment donné, il faut faire des choix, mais bon, est-ce que on sera en capacité de faire ces choix-là? On est des compétiteurs, les garçons sont des compétiteurs. Je vous dis pas que si on tombe contre des équipes de 2 ou 3 niveaux inférieurs, on fera pas tourner l'effectif, parce que ça, ce sera une certitude. Maintenant, voilà, la coupe est aussi une belle aventure à vivre. On le voit avec EBI, ça les a pas empêchés de se sauver, même s'ils étaient dans une position délicate. Donc non. Aujourd'hui, en tout cas, on se pose pas la question. Le moment venu, on verra où on en sera et combien de joueurs il y aura dans l'effectif valide. À ce moment-là, on sera peut-être orienté sur des choix, mais aujourd'hui, non, je ne me pose pas cette question. Eh ben merci Samuel Cruz. Donc l'interview touche à sa fin. Je voulais vraiment vous remercier et puis je vous souhaite vraiment une super saison parce que vous amenez vraiment quelque chose d'un petit peu nouveau dans ce championnat national. On parle toujours d'amateurs, mais bon, quand on a 25 joueurs sous contrat fédéraux, ça fait quand même une dimension un petit peu différente du milieu amateur. Et là, vous avec UZES, vous allez vraiment vivre cette aventure et je vous souhaite vraiment d'atteindre vos objectifs. Parce que tel que vous le racontez déjà, vous avez vécu une super aventure et j'espère vraiment pour vous qu'elle continuera le plus loin et surtout le plus haut possible. C'est gentil, merci beaucoup et on va faire en sorte, en tout cas, voilà, on va y aller avec nos armes et on va essayer de faire au mieux. Juste avant de partir, je vais vous demander d'enregistrer le petit cadeau que nous font tous nos invités et de dire c'était Samuel Cruz de l'ES UZES Pont du Gard sur rtsradio.fr. Pas de souci. C'est bon? Quand vous voulez. C'était Samuel Cruz, de l'entraîneur de l'entente sportive UZES Pont du Gard sur rtsradio.fr. Eh ben merci beaucoup. Et puis peut-être que l'année prochaine on se verra, étant donné qu'on suit aussi nous quelques équipes du national en live. On avait Beauvais, on est en train de voir pour essayer de récupérer les clubs de la région parisienne et d'autres. Donc peut-être pourquoi pas se voir après un match. En tout cas, la première expérience de notre côté a été plus que satisfaisante. J'espère que vous avez aussi apprécié l'expérience. Oui. Bien, merci beaucoup et peut-être à bientôt. Allez, à bientôt et puis merci encore. Merci, au revoir. Au revoir. Et voilà, on a donc découvert ce club d'UZES Pont du Gard. Une petite découverte bien sympa par le biais de son entraîneur. On va parler un petit peu maintenant d'un sujet qu'on a quand même pas mal évoqué et qui risque d'être un petit peu le sujet sur la table pour le mois de juin et pour le mois de juillet. C'est la direction nationale de gestion des comptes qui avait fait quand même pas mal de ravages, notamment la saison dernière en national. Donc là, les clubs ont commencé un petit peu à passer devant la DNCG. Donc ça a commencé le 15 mai 2012. Donc là, il y a eu trois sessions pour l'instant. Celle de cette semaine, normalement, elle est publiée le mercredi sur le site de la FFF. Donc pour l'instant, 3 clubs sont passés et donc la DNCG a déclaré qu'il n'y avait rien à signaler. Donc c'est le cas du Poiret-sur-Vie, de Fréjus-Saint-Raphaël et de Créteil. Il y a 3 clubs qui auront un encadrement de leur masse salariale. Donc on regardera un petit peu de plus près au niveau notamment des contrats fédéraux qui vont proposer et ils pourront pas faire n'importe quoi, mais bon, on n'est pas non plus sur des interdictions de recrutement. C'est les clubs donc de Luznac, Colmar et Orléans, donc des clubs qui sont vraiment pas sur des interdictions de recrutement, étant donné que on a vu que Orléans et puis même Colmar sont quand même pas mal actifs sur le marché des transferts.
Donc pour l'instant, vraiment rien à signaler sur tous les clubs qui sont passés. 2 clubs relégués sont également passés. Donc pour Martigues, il y aura rien à signaler pour redémarrer en CFA. Et pour Beauvais, il y aura un encadrement également de la masse salariale. Mais donc pour l'instant, rien de bien croustillant et rien qui occasionnerait un repêchage. Je le rappelle, donc en cas de repêchage, c'est Beauvais qui serait repêché en premier, Martigues en second. Ensuite, ça serait Besançon. Bayonne ne peut pas être repêché puisqu'ils ont déjà été repêchés l'année dernière. Donc après, s'il y avait un 4e club exclu, dans ce cas-là, il faudrait aller chercher le meilleur 2e de CFA. C'est des calculs assez compliqués et comme en plus je pense pas parce que pour le meilleur 2e, c'est que ses résultats par rapport au premier de sa poule. Donc du coup, j'ai pas fait le calcul et puis je pense pas qu'on est parti dans une optique d'exclure 4 clubs de notre championnat national. Bon, même si on n'est pas à l'abri, on est à l'abri de rien, surtout quand on a vu ce qui s'était passé l'année dernière. Mais donc voilà, pour l'instant déjà 3 clubs exclus, je pense que ça serait déjà énorme. Là, on a quand même cette semaine le club de Rouen qui a fait quand même pas mal parler à ce niveau-là, qui va passer devant la DNCG. Ça sera à suivre. Je pense que là, au niveau des rapports, on va passer sur. Il y a les résultats américains. Il y a les résultats qui sont. Oui, j'ai vu ça. Donc Besançon ne pourra pas de toute façon être repêché parce que Besançon a eu une exclusion des championnats nationaux. Donc, pour l'instant, ils peuvent s'inscrire à aucun championnat national comme Passy-sur-Eure qui était il y a quelques années en national. Et pour Rouen, c'est un encadrement de la masse salariale. D'accord. Okay. Voilà. Ah, donc Besançon ne pourrait pas être repêché. Donc si 3 clubs étaient exclus, donc on irait déjà chercher le meilleur 2e de CFA. Il faudra peut-être faire les calculs finalement. Bon, à l'heure actuelle, il n'y a pas trop de soucis par rapport au club. Si certains clubs qui étaient annoncés entre guillemets en difficulté financière ont réussi à passer, je pense que ceux qui ne présentaient pas de soucis particuliers devraient s'en sortir, à moins d'une grosse surprise dont on parle pas à l'heure actuelle. Mais malheureusement, j'ai peur que pour ceux qui espèrent de ce côté-là, cette année, ça soit pas le cas. Et à défaut de ce qui s'est passé l'année passée. Ouais. Après, j'ai envie de dire quand même tant mieux, parce que c'est toujours un petit peu pénible quand le championnat continue à se jouer, même après que la 38e journée se soit disputée. Déjà pour Ajaccio, comme ils ont finalement 4 points d'avance, il semble, sur Vannes. Donc du coup, il n'y a pas de risque, même si on leur enlève les points qui sont en sursis, ils monteront quand même. Donc cette décision-là devrait pas influer sur la montée. Je dis quand même devrait, en parlant en conditionnel, parce qu'on est à l'abri de rien. Mais j'espère vraiment que les Ajacciens pourront accéder à la Ligue 2. Après, il va falloir voir, est-ce que des clubs ont les ressources pour monter. Tu vois, Uzès, déjà, quand l'entraîneur nous en parle, ça va être extrêmement pas fragile au niveau économique, mais ça va être quand même un petit peu comment dire, ça va être quand même un petit peu bien encadré, voilà. Alors après, il faudra voir aussi d'autres clubs qui vont monter. Est-ce que le CA Bastia a les ressources financières pour tout faire ça va ça sera à suivre. Excusez-moi, je suis un petit peu perturbé, mais bon, c'est vrai qu'en off, j'ai mes 2 acolytes qui s'amusent à discuter, et du coup, ça me perturbe un petit peu. On a donc parlé de la DNCG, donc ça sera à suivre encore les semaines suivantes, et peut-être qu'on n'a pas encore déterré les dossiers les plus importants, sachant que là, nous, quand on parle de la DNCG sur le site de la FFF, c'est que la DNCG des clubs amateurs, et donc les clubs professionnels, à savoir ceux qui descendent de Ligue 2, donc Boulogne, Amiens et Metz, ne sont pas concernés par cette commission-là. Ils passent devant la DNCG des clubs professionnels, qui est gérée donc par la Ligue, et donc ça sera aussi à suivre, même si pour l'instant on n'en parle pas trop, et du coup autant à Amiens qu'à Metz on a changé l'entraîneur et on n'avait pas l'air inquiet de ce côté-là, donc on ne devrait pas vivre d'aventure à la grenobloise, j'ai envie de dire. Et voilà. Puisqu'on parlait justement d'Amiens et de Metz, ça nous amène sur le marché des transferts qui est plutôt pas mal parti. Donc 2 clubs qui descendent et 2 clubs qui ont changé l'entraîneur. Au niveau donc de Amiens, c'est Francis de Tadeo qui va arriver à la tête du club. Et puis au niveau donc de Metz, finalement, on a fait dans la continuité, même si on n'a pas nommé l'entraîneur de la réserve, mais c'est quand même Albert Cartier, un ancien de la maison qui revient, et donc on peut juger aussi la décision tout à fait sage. Qu'est-ce que vous en pensez de ces changements d'entraîneur ?
toujours un Mais pari. c'était Vas-y Thomas. je disais, ils étaient un peu inévitables parce que les deux entraîneurs qui étaient avant en poste, bon bah ils ont pas réussi à faire leur job, à savoir se maintenir en national, donc c'était un peu inévitable, surtout côté Messa où c'est une tellement grosse surprise pour les Lorrains de cette descente en national qu'il fallait faire un changement radical. Et c'est vrai que le choix interne d'Albert Cartier est souvent je trouve bien et bien pour des clubs comme ça qui commencent à descendre vraiment bas. Pour remonter, c'est toujours intéressant de faire appel à quelqu'un qui connaît bien le club, qui connaît bien déjà les joueurs, une grosse partie des joueurs, parce que c'est toujours un peu compliqué quand un nouvel entraîneur arrive. Et c'est vrai que le choix du club lorrain est pas vraiment étonnant et, et montre que vraiment le club veut remonter. Et ce qui est logique. Et ce choix interne est souvent intéressant et c'est à voir, mais c'est vrai que les deux changements, les Messins ont besoin de changements et de remonter tout de suite parce que sinon eux aussi vont être en proie à des difficultés financières. Ouais, ça c'est vrai aussi. Il y a ça, il y a les clubs qui sont descendus la saison précédente et qui tablaient sur une montée en gardant leur statut pro. C'est vrai que avoir un statut pro en national aussi, tu peux pas le garder indéfiniment déjà par les règlements, mais au niveau de financier évidemment, parce que ce championnat national, il le disait bien tout à l'heure, l'entraîneur d'Uzès, c'est un championnat quand même qui est vachement éprouvant financièrement, étant donné qu'au niveau retombées médiatique, très peu de choses, pas de droits télé, qui représente déjà quelque chose d'énorme, même en Ligue 2. Pas de droits télé et pourtant déjà des déplacements dans toute la France, quoi. Le club d'Uzès, je prends cet exemple-là, mais bon, tu auras un déplacement en Corse, tu auras un déplacement à Cherbourg, tu auras un déplacement du coup à Carquefou, ça va quand même, et Boulogne, du coup dans le Nord, on récupère un club du Nord, ça te fait quand même des sacrés déplacements, et du coup financièrement ça te tire quand même pas mal sur le budget. Et c'est vrai que il faut souhaiter évidemment aux clubs qui descendent de forcément remonter le plus vite possible, sinon on va au devant de grandes déconvenues financières. Par contre, Thomas, pour revenir un peu sur ce que tu disais par rapport à Albert Cartier, je te suis quand tu dis que c'est un choix tout à fait judicieux parce que c'est quelqu'un qui connaît la maison, qui sait comment le FC Metz fonctionne. Il y a quand même joué 8 ans si mes statistiques sont exactes. Et par contre, au niveau connaître les joueurs, là, je pense que on n'est plus du tout sur ce cas-là, parce qu'il a quand même quitté le FC Metz, il a entraîné la réserve et même l'équipe première en 2002. D'ailleurs, c'était en Ligue 1. Après, il est parti, il a entraîné à Guignon en Belgique. Là, il revient d'un club belge. Donc je pense qu'il suivait quand même le FC Metz d'un peu loin, même si j'imagine que c'est toujours un petit peu resté son club de cœur. Et après c'est clair qu'il connaîtra comment ce club fonctionne. Et c'est quand même un club historique du football français. Et donc je trouve que c'est pas mal d'y mettre un dirigeant un petit peu historique aussi, quoi. Donc voilà. Au niveau transfert, Moi j'ai des infos. Clément, vas-y. Enfin, des semi-infos, c'est-à-dire que tu parlais des clubs qui descendaient, que le but c'était de remonter le plus tôt possible. C'est valable pour les clubs de Ligue 2 qui descendent en national, mais c'est valable aussi pour les clubs de national en CFA. Et pour malheureusement accabler nos amis beauvaisiens qui déjà ont du mal avec cette descente. J'ai lu dans les courriers Picard que plus de la moitié de l'effectif serait en partance pour des clubs de Ligue 2 ou national, et ça serait vraiment un gros coup dur. Deux de nos invités de cette année, plus un paquet de joueurs clés de l'effectif qui à l'heure actuelle sont en discussion avec notamment Vannes, j'ai vu Nîmes, j'ai vu Nantes également. Et donc ça va être assez compliqué. On espère pour eux qu'ils arriveront à garder quand même une bonne partie de l'effectif.
ou alors repartir sur un nouvel effectif, une nouvelle physionomie de jeu, et à ce moment-là peut-être remonter en national avec deux nouveaux joueurs et faire un peu comme Niort l'a fait, faire coup double et monter en Ligue 2 2 ans après. Ouais, on en parlait un petit peu de ce que tu dis. Clément, à Beauvais, on disait pourquoi pas finalement prendre cette descente, que ce soit un mal pour un bien, que ça permette un petit peu d'épurer le club. On sait que c'est jamais très bon de rester longtemps en national et d'y stagner, parce que c'est éprouvant financièrement, on l'a dit. Et puis après c'est très dur de remonter. Et les clubs souvent qui montent en Ligue 2, c'est pas des clubs qui sont depuis très longtemps en national. Du coup, je veux parler du Paris FC. Donc le Paris FC, on en a parlé un petit peu avec le projet Jean-Marc Guillou. Et du coup, j'ai une info transfert sur le Paris FC. C'est le défenseur. Bon, on s'y attendait un petit peu. Le défenseur Kevin Afougou, qui donc qui avait déjà pleinement réussi sa saison avec le club francilien et qui a eu donc l'opportunité de signer un contrat professionnel et donc qui quitte le club parisien pour rejoindre Châteauroux en Ligue 2 la saison prochaine. Thomas, t'as d'autres infos transferts, donc je vais te laisser nous les annoncer. À Colmar, ça bouge pas mal. Oui, à Colmar, ça bouge pas mal. En premier lieu, le départ quasiment acté qui va se faire sûrement dans les prochaines heures ou prochains jours, c'est le départ de l'attaquant, très bon attaquant qui a fait une belle saison avec Colmar cette saison, Youssouf Touré, qui serait en partance pour la Ligue 2 et le promu du Gazlec d'Ajaccio, qui a dû taper dans l'œil pendant les deux rencontres cette saison et qui est une des priorités du Gazlec. D'une autre part, les SR Colmar ont recruté aussi un ancien Strasbourgeois qui joue en D1 belge, D3 belge je crois, donc ça fait loin. Fares Bramia, un milieu offensif, l'ancien milieu offensif strasbourgeois formé à Strasbourg, qui signe au club, et donc on le rappelle, Colmar qui est sous encadrement salarial. Donc ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. Donc s'ils veulent recruter, ils vont devoir forcément vendre, et ça passe par Youssouf Touré et d'autres joueurs. Sinon, à part ça, il y a aussi quelques autres joueurs dans d'autres clubs. Bramia, oui. Thomas, ouais, au niveau de Bramia, cette saison avec Colmar, ils n'avaient pas pu le faire signer, mais donc du coup c'est quand même un transfert dans la continuité. Il connaît déjà, il s'est entraîné quasiment toute la saison avec le club. Donc c'est une recrue, mais c'est quand même quelque chose qui va se faire dans la continuité. Exact, parce que ça faisait depuis le début de la saison quasiment qui voulait le garder et qui voulait le prendre, pardon, et comme ils avaient des problèmes justement sur la masse salariale, ils n'avaient pas l'opportunité. Sinon, on reste dans le nord-est avec Metz aussi, qui a des départs qui vont être sûrement actés bientôt. Le départ de Johan Betch, l'ancien cristolien et strasbourgeois, qui va aussi sûrement partir en Ligue 2, et Thierry Scheimets, qui est pourtant arrivé il y a quelques mois seulement et qui va sûrement partir vers la D1 belge. Donc voilà, les Messins ont quelques départs aussi de leur côté et vont devoir pallier ces départs. Ouais, et tu parlais donc des clubs qui descendent. Amiens aussi, qui aimerait bien récupérer le gardien Paul Delecroix, qui avait été prêté à Niort. Et on sait que côté joueur, la tendance, ça serait plutôt à vouloir rester dans ce club de Niort, étant donné qu'en plus il y a la montée en Ligue 2. C'est vrai que c'est toujours, c'est pas évident, quoi, parce que lui, c'est sûr, l'année dernière, il avait un contrat pro, il était prêté par un club pro en national, dans un club qui lui n'était pas pro. Mais voilà, quoi. Après, c'est clair que là, lui, l'ascenseur, il l'a fait dans l'autre sens, quoi. Son club descend et monte avec Niort. Donc on imagine que ça va être compliqué. Maintenant, la balle est dans le camp des Niortais. Je pense qu'il va y avoir une petite somme d'argent à mettre sur la table, et va falloir faire l'effort du côté des Niortais. Après, c'est vrai que c'est un gardien qui leur a rendu pas mal de services cette année, donc ça serait pas impossible à mon goût que Paul Delecroix reste du côté de Niort. Ouais, bah là la balle est carrément dans le camp des dirigeants, même si on sait que côté Amiens, c'était quand même une des priorités de
de le faire revenir et de s'appuyer donc sur notamment un joueur comme lui pour remonter tout de suite en Ligue 2. Et ben voilà messieurs, l'émission touche à sa fin et donc la saison du débrief du national touche également à sa fin. Donc je vais vraiment vous remercier pour cette saison. Je remercie également tous les auditeurs qui ont été de plus en plus nombreux au cours de la saison. Je vous donne rendez-vous donc pour la reprise. On va faire une petite page transfert par le biais d'articles, je pense fin juin pour la reprise des clubs, fin juin début juillet. Et puis on vous proposera sans doute un guide de la saison en national également à télécharger sur le site rtsradio.fr et sur la page Facebook du débrief du national avant la saison. Pour l'émission du débrief, on repartira tranquillement après quelques journées, comme ça a été le cas cette saison, fin août, début septembre. On va prendre nous aussi des vacances bien méritées. Enfin des vacances si je puis dire, étant donné qu'on va quand même être bien occupé pour suivre déjà toute cette intersaison qui s'annonce très agitée entre la DNCG, les transferts. On sait qu'en national ça bouge énormément, donc ça va nous faire pas mal de choses à suivre. Voilà, merci encore. Je vous donne donc rendez-vous à la saison prochaine. Suivez-nous quand même toujours l'actualité sur la page Facebook du débrief du national, sur le site rtsradio.fr. Et puis tout de suite, restez quand même à l'écoute sur la radio, étant donné que c'est quand on aime le foot, on parle foot, et l'accent est mis sur tout simplement le football belge et le football italien, il me semble. Donc voilà, restez à l'écoute, des très beaux débats à venir dans Quand on aime le foot, on parle foot. Allez, à la prochaine, au revoir. À la saison prochaine.